Lyon, quartier de la Croix-Rousse, 15 mars 1720. La lumière décline sur les toits et dans le petit jardin de la famille Dubois, un objet brille dans la terre humide, une vieille pièce de monnaie, un sesterce usé par les siècles. Le petit Léo, 4 ans, le ramasse. Sa mère, Sophie, s'approche, souriante, mais se fige en entendant son fils murmurer une phrase qui ne ressemble à rien de connu. Ce que cet enfant a dit n'était pas du carabia. C'était une langue morte depuis plus de... Voilà 500 ans. Ce que vous allez voir n'est pas une simple histoire de coïncidence. C'est le cas le plus documenté d'une mémoire qui défie le temps. Une enquête qui a forcé des universitaires à tout remettre en question. Dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître les signes d'une connaissance impossible grâce à 3 preuves. Un accent que personne ne peut enseigner, la description précise d'un bâtiment disparu et les coordonnées exactes d'un objet enterré à l'époque romaine. Mais comment un enfant de 4 ans pourrait-il connaître une langue que même les plus grands experts peinent à déchiffrer? Au début, les parents de Léo, Sophie et Thomas pensent à un jeu, une imagination débordante, peut-être une phrase entendue dans un dessin animé. Mais les mots étranges continuent. Ils surgissent quand Léo est fatigué ou quand il serre dans sa main ce vieux sesterce trouvé dans le jardin. La voix n'est pas la sienne. Elle est plus grave, plus gutturale. L'inquiétude s'installe. Un soir, Thomas sort son smartphone et enregistre discrètement son fils. Écoutez bien ce son, c'est la première pièce de notre puzzle, la preuve brute qui va tout déclencher. Cette bande audio atterrit quelques jours plus tard sur le bureau du docteur Alix Renaud, une linguiste de l'université Lumière Lyon 2, l'une des rares spécialistes en France des langues celtiques anciennes. Son premier réflexe est le scepticisme. Elle expliquera plus tard dans une interview. Les enfants sont des éponges. Ils inventent, ils combinent des sons entendus à la télévision dans des jeux. J'étais convaincu de trouver une explication rationnelle en moins de 10 minutes. Mais en analysant le spectre vocal, son assurance vacille. Si cela vous interpelle, gardez cette vidéo sous la main, car dans les 30 prochaines secondes, nous allons découvrir la pièce du puzzle que presque personne ne remarque. Ce n'est pas ce que Léo dit qui est impossible. C'est la façon dont il le dit. Le problème, c'est que la phonétique d'un enfant de 4 ans est encore en formation. Son appareil vocal, ses cordes vocales, les muscles de sa langue ne sont tout simplement pas capables de produire certains sons complexes avec une telle précision. Surtout des sons qui n'existent plus dans le français moderne. La docteure Renaud isole une séquence. Léo prononce une diphtongue, une combinaison de 2 voyelles dans une seule syllabe, typique du gallo-romain tardif, mais qui a totalement disparu autour du 5e siècle. Pour un enfant qui n'a jamais entendu cette langue, c'est comme s'il décrivait la couleur d'un objet qu'il n'a jamais vu. Dans son rapport préliminaire, daté du 28 mars, elle écrit « Le sujet ne se contente pas de répéter des mots. Il utilise une structure grammaticale cohérente et des phonèmes spécifiques au dialecte parlé à Lugdunum. C'est organique.
C'est comme écouter un enregistrement d'une voix vieille. De 1500 ans. C'est ici que nous devons baptiser ce phénomène pour pouvoir le comprendre. Appelons-le l'écho mémoriel gallo-romain. L'idée qu'un objet comme ce sesterce, ou un lieu fortement chargé d'émotions, peut agir comme un catalyseur, réveillant des souvenirs latents qui traversent les âges. Maintenant, accrochez-vous. La validation linguistique est une chose, mais Léo va beaucoup plus loin. 3 semaines plus tard, le 5 avril, vers 20h, la famille regarde un documentaire sur l'histoire de Lyon. Une image panoramique de la colline de Fourvière apparaît à l'écran. Léo se lève soudainement du canapé, le visage grave. Il pointe un endroit précis, une zone boisée, sans aucune ruine apparente. D'une voix claire, cette fois en français, il dit « Ma maison était là ». Sophie, sa mère, lui demande à quoi elle ressemblait. La réponse de Léo glace le sang. Il y avait des poissons sur le sol qui nageaient sans eau. Et près de la porte, Louernios. A caché sa pointe pour écrire. Des poissons qui nagent sans eau. Une mosaïque. À noter ce nom. Louernios. Et cet objet. Une pointe pour écrire. Un stylet. Le lendemain, la docteure Renaud, alertée par les parents, passe sa journée entière dans les archives du musée Lugdunum. Elle cherche la moindre mention d'une villa romaine à l'endroit exact indiqué par l'enfant. Rien. Pas de villa répertoriée. Mais alors qu'elle s'apprête à abandonner, elle trouve une référence obscure. Une note de bas de page dans un rapport de prospection de 1972, classé sous la cote dossier 7B LG44. Le rapport mentionne des fragments de tesselles bleutées et des traces de fondation avant que le projet ne soit abandonné par manque de fonds. Personne n'a jamais cherché plus loin, jusqu'à aujourd'hui. C'est ici que l'enquête quitte le bureau de la linguiste pour entrer dans une nouvelle dimension bien plus concrète et risquée. Armée de ce rapport de 1972, la docteure Renaud contacte la Direction régionale des affaires culturelles et le musée Lugdunum. La réponse est polie mais ferme. Lancer une campagne de sondage sur la base des dires d'un enfant de 4 ans et d'une note de bas de page vieille de 50 ans est hors de question. Les budgets sont serrés, les protocoles stricts. Mais Alix Renaud insiste. Elle obtient finalement une concession, une simple visite sur site accompagnée d'un archéologue du musée, le docteur Marc Moreau. Un homme réputé pour son pragmatisme. Certains diraient même son scepticisme. Sa position est claire. Il l'exprime sans détour aux parents de Léo avant de monter dans la voiture. Les coïncidences existent. Les enfants ont une imagination débordante. Nous avons besoin de plus que les divagations d'un enfant pour justifier ne serait-ce qu'une heure de travail sur le terrain. La crédibilité de tous est désormais en jeu. Le 12 avril, à 14h30, le petit groupe arrive sur la colline de Fourvière, dans cette zone boisée où les touristes ne s'aventurent jamais. Le vent souffle dans les arbres. Le docteur Moreau sort une carte, cherche des repères, mais Léo, lui, n'hésite pas une seule seconde.
Il lâche la main de sa mère et marche droit vers un vieux muret de pierre envahi par le lierre. Il s'arrête, se tourne vers la gauche et compte à voix haute. 1, 2, 3, jusqu'à 7. 7 pas, exactement. Puis, il tape du pied sur le sol couvert de feuilles mortes. D'une voix assurée, il déclare « C'est là, sous la terre. Luernios l'a mis là. » Le silence qui suit est pesant. Moreau observe l'enfant, puis le sol, puis les parents. Il n'y a rien. Absolument rien qui puisse indiquer une quelconque structure. Juste de la terre et des arbres. Pourtant, face à une telle assurance et avec l'indice du rapport de 1972 en tête, une fissure apparaît dans son armure de scepticisme. Il sort son téléphone. J'ai un collègue qui travaille avec un géoradar. On peut tenter une analyse non invasive. Mais ne vous faites pas d'illusions. 2 jours plus tard, une petite équipe est sur place. Le résultat de l'analyse est stupéfiant. L'appareil révèle une anomalie parfaitement rectangulaire, mesurant environ 30 cm sur 20, à précisément 1,20 m de profondeur. Exactement là où Léo a tapé du pied. Ce n'est plus une coïncidence. C'est une preuve. Et cette preuve ouvre la porte à une découverte que personne n'aurait pu imaginer. L'image sur l'écran du géoradar est sans appel. Ce n'est pas une roche ni une racine. La forme est trop parfaite, trop artificielle. Le docteur Moreau reste silencieux un long moment, les yeux rivés sur les données. Son expression a changé. Le scepticisme a laissé place à une intense concentration, presque de l'incrédulité. Il se tourne vers les parents de Léo. « Je ne sais pas ce que c'est », admet-il, et cette simple phrase pèse une tonne. Mais ce n'est pas naturel. Le problème, c'est que même avec une preuve radar, on ne creuse pas sur la colline de Fourvière, un site archéologique majeur, sur la simple intuition d'un enfant. Obtenir une autorisation de fouille de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, est un parcours du combattant, un processus qui peut prendre des mois, voire des années. Mais le rapport de Moreau est si précis, si factuel, et la coïncidence si troublante qu'il attire l'attention. Il y joint l'analyse linguistique de la docteure Renaud et le rapport de 1972. Presta attention. C'est la convergence de ces 3 preuves, totalement indépendantes les unes des autres, qui va tout débloquer. Une langue morte ressuscitée, un vieux rapport oublié et une signature radar parfaite. 3 semaines plus tard, une dérogation exceptionnelle est accordée, pas pour une fouille à grande échelle, mais pour un sondage archéologique ciblé, une microfouille d'1 mètre carré, précisément à l'endroit désigné par Léo. Le 3 mai, à 8h du matin, le périmètre est délimité par des rubans. Léo et ses parents sont tenus à l'écart, mais observent la scène avec une anxiété palpable. L'équipe de Moreau, composée de 2 archéologues expérimentés, commence le travail. Chaque centimètre de terre est retiré avec une précaution infinie, tamisée, analysée. Les heures passent. 1 mètre de profondeur, rien. 1,10 m, toujours rien. Le doute commence à s'installer de nouveau. Et si le radar avait mal interprété une formation géologique?
Étrange? Et si tout cela n'était qu'une suite de hasards extraordinaires? Puis à exactement 1,20 m de profondeur, le bruit change. Ce n'est plus le son mat de la terre, mais un raclement métallique, sourd et définitif. La truelle de l'archéologue a heurté quelque chose de dur. Lentement, avec des pinceaux, il dégage les derniers centimètres de terre. Une forme sombre et rectangulaire apparaît. C'est une petite boîte en métal, rongée par la rouille, mais intacte. Elle est là. Exactement comme Léo l'avait dit. Mais le plus incroyable n'est pas la boîte elle-même, c'est ce qu'elle contient. Avec une précaution infinie, la boîte est transportée sous une tente de travail montée à quelques mètres de là. Le docteur Moreau supervise l'ouverture. Chaque mouvement est filmé. Le couvercle, soudé par des siècles de corrosion, cède finalement avec un grincement plaintif. Un silence total s'installe sur le site. Même le vent semble retenir son souffle. À l'intérieur, niché dans un lit de terre séchée, se trouvent non pas un mais deux objets. Le premier est une fibule en bronze, une sorte de broche, malheureusement brisée en deux. L'autre est un stylet en os, fin et pointu, parfaitement conservé. Une pointe pour écrire. Le souffle de Sophie se coupe. Elle serre la main de son mari si fort que ses doigts en blanchissent. « Il l'avait dit », murmure-t-elle, à peine audible. Près de la porte, Luernios a caché sa pointe pour écrire. C'est la phrase exacte que Léo avait prononcée des semaines plus tôt. La preuve n'est plus une anomalie radar ou une interprétation linguistique. Elle est là, tangible, froide au toucher. C'est un objet qui a traversé 15 siècles pour venir valider les paroles d'un enfant de 4 ans. Le docteur Moreau, l'homme de science, le sceptique, se penche sur la boîte. Il prend le stylet avec des pinces, l'examine sous tous les angles. Son visage, d'habitude si impassible, est un masque d'incrédulité totale. Il se tourne vers la docteure Renaud qui est restée silencieuse, les yeux fixés sur Léo. Moreau ouvre la bouche, la referme, puis parvient à articuler une phrase qui restera dans le rapport officiel. « Je ne comprends pas. Aucune explication rationnelle ne tient. » Mais comment réagit Léo, le centre de ce mystère? Il ne montre aucune surprise. Il regarde les objets avec une sorte de familiarité tranquille, comme s'il retrouvait un jouet perdu depuis longtemps. C'est à cet instant que la véritable portée de l'événement frappe tout le monde. Ce n'est plus une enquête sur une coïncidence, c'est une confrontation directe avec l'impossible. La découverte de cette boîte ne clôt pas le dossier, au contraire, elle l'ouvre sur des questions bien plus vertigineuses. Car si la mémoire d'un objet peut survivre, qu'en est-il de la mémoire d'une vie entière? Et c'est en cherchant cette réponse que les chercheurs vont faire face à la partie la plus dérangeante de l'histoire de Syngetos. Maintenant, l'équipe scientifique change complètement d'approche. Léo n'est plus un sujet d'étude, il est une source, une archive vivante. La docteure Renaud, avec l'archéologue Moreau, met en place un protocole rigoureux. Chaque session avec l'enfant est filmée, chaque mot prononcé en gallo-romain est transcrit phonétiquement et analysé. Il traite ses souvenirs comme des fragments de données, cherchant des schémas, des corrélations. Une sorte
d'archéologie de la mémoire. Au début, les récits de Singetos sont ceux d'un enfant. Les jeux près de la Saône, l'odeur du pain qui cuit dans le four familial, les leçons avec son ami Luernios. Des détails d'une précision touchante. Il décrit la couleur des tuniques, le goût d'une galette au miel, le son d'une lyre mal accordée. Mais au fil des semaines, une ombre commence à planer sur ses souvenirs. Les descriptions deviennent plus sombres, plus fragmentées. Presta attention. C'est ici que l'histoire bascule. Léo commence à parler d'hommes qu'il appelle les couteaux sombres. Il ne les nomme pas en français, mais avec une expression gallo-romaine que Renaud traduit avec peine. Duboclétis. Il les décrit arrivant la nuit, le visage couvert de suie. Il parle de cris, de l'odeur de la fumée qui n'est pas celle du foyer. Il évoque une peur viscérale, une peur qui semble encore vibrer dans sa petite voix. Qui étaient ces hommes? Des brigands? Des soldats? Les archives de cette période troublée du bas-empire romain sont notoirement incomplètes. Moreau émet une hypothèse. Il pourrait s'agir des bagaudes, ces bandes de paysans et de déserteurs qui menaient des raids violents contre les domaines gallo-romains. La confirmation vient d'un détail terrible. Un soir, Léo est agité, presque fiévreux. Il se balance d'avant en arrière en tenant le sesterce et répète un mot en boucle « Brigat! Brigat !» Puis, dans un français haché, il dit « Ils ont pris Luernios. La pointe est tombée. Ils ont mis le feu rouge sur la maison. » Le feu rouge. L'incendie. La pointe qui est tombée. Le stylet en os qu'ils ont retrouvé dans la boîte. Soudain, la scène n'est plus celle d'un enfant qui cache un trésor. C'est celle d'un enfant qui fuit, qui perd son ami dans le chaos d'une attaque. La villa aux poissons n'était pas seulement une maison, c'était le théâtre d'une tragédie. Et Singetos n'était pas seulement un habitant. Il en était un témoin direct, peut-être même une victime. La question n'est plus de savoir comment il a vécu, mais comment il est mort. Cette question hante les nuits de Sophie et Marc Dubois. Leur fils de 4 ans ne revit pas seulement une enfance lointaine. Il est le porteur du traumatisme d'une fin violente. Ils contactent à nouveau la docteure Alix Renaud, la linguiste. Cette fois, leur question est différente. Ce n'est plus « que dit-il » mais « que s'est-il passé ?» Le tome. Mot-clé est « brigat ». La docteure Renaud se plonge dans ses dictionnaires de celtique anciens. Le terme est fascinant. En gaulois, brigat peut signifier une colline, une hauteur ou une forteresse. Mais par extension, dans un contexte de conflit, il peut aussi désigner la bataille elle-même. La bataille de la forteresse, c'était donc un avertissement, un cri d'alarme. Mais quel événement aurait pu raser de la carte une villa romaine à la périphérie de Lugdunum avec une telle violence? Les archives sont formelles. Entre la fin du IVe et le début du Ve siècle, la Gaule romaine est en proie au chaos. Les incursions des peuples germaniques, notamment les Burgondes et les Vandales, sont fréquentes et dévastatrices. Lugdunum, bien que place forte, n'est pas épargné. Ses environs, parsemés de riches villae, sont des cibles de choix pour les pillards. Presta attention à la chronologie. La datation au carbone 14 des quelques matières organiques trouvées dans la boîte
Des fibres de lin situent les objets aux alentours de l'an 410 après Jésus-Christ, une période qui correspond parfaitement à une vague d'invasion documentée dans la région. Armé de cette nouvelle hypothèse, l'archéologue, le docteur Moreau, retourne sur le site de la fouille. Il n'est plus sceptique. Il est maintenant un enquêteur sur une scène de crime vieille de 1600 ans. Il demande une extension du périmètre de sondage, cherchant non plus des trésors, mais des preuves de destruction. Et il les trouve. À 30 cm sous le niveau de la mosaïque aux poissons, son équipe met au jour une couche de sédiments noirs et cendreux, épaisse de près de 10 cm. L'analyse en laboratoire est sans appel. C'est une couche d'incendie. Elle contient des fragments de tuiles, tegulae, éclatés par la chaleur et des morceaux de bois carbonisés. Le feu rouge de Léo n'était pas une image d'enfant. C'était un témoignage oculaire, précis, d'un brasier qui, a tout consumé. Sophie dira plus tard au chercheur, la voix brisée, « J'ai compris à ce moment-là, mon fils ne joue pas, il se souvient de sa propre mort. » L'incendie est confirmé. La violence de l'attaque est désormais une certitude. Mais une dernière pièce manque au puzzle, la plus terrible de toutes. Où sont les corps de Singetos et de son ami Luernios? La question hante les nuits de Sophie et de l'équipe du docteur Moreau. Les fouilles s'intensifient dans les décombres de la villa. Chaque centimètre carré de la couche d'incendie est tamisé, chaque fragment d'os analysé. Mais les résultats sont déconcertants. Ils trouvent des ossements d'animaux, des restes de repas carbonisés, mais aucune trace de restes humains. Pas un fragment de crâne, pas une phalange. C'est comme si Singetos et Luernios s'étaient volatilisés au milieu des flammes. Comment est-ce possible? Un incendie aussi violent aurait dû laisser des preuves, même minimes. Le docteur Moreau est face à une énigme qui défie la logique archéologique. Un massacre sans victime, c'est une impossibilité, confie-t-il dans son carnet de fouilles à la date du 12 avril. La réponse, une fois de plus, ne se trouve pas dans la terre, mais dans la mémoire de Léo. Un après-midi, alors que sa mère lui lit une histoire, il s'interrompt et dit, le regard vide. L'eau est froide, très froide dans le trou noir. Sophie sent un frisson la parcourir. Le trou noir? Elle contacte. Immédiatement la docteure Renaud. L'information remonte jusqu'au chantier de fouilles. Moreau arrête tout et ressort les relevés du géoradar. Son doigt se pose sur une anomalie circulaire, à une vingtaine de mètres du bâtiment principal, une structure qu'ils avaient identifiée comme un puits, mais jugée secondaire et laissée pour plus tard. Le trou noir, l'eau froide, tout prend un sens macabre. Nous avons compilé les croquis de la villa et les analyses du géoradar dans un dossier complet. Le lien est dans le premier commentaire. L'excavation du puits commence le lendemain matin, à 8h précises. C'est une opération délicate, dangereuse. Le conduit, profond de plus de 15 mètres et large d'à peine 1,20 m, est instable. Après 2 jours d'un travail harassant à vider des siècles de terre et de débris, une caméra endoscopique est descendue dans les profondeurs. Sur le petit écran, au milieu de la boue et des cailloux, des formes claires apparaissent.
des formes longues et régulières. Ce ne sont pas des pierres, ce sont des os. Au fond du puits, entremêlés dans la vase, reposent 2 squelettes presque complets. L'un est celui d'un homme robuste, dans la force de l'âge. L'autre, plus gracile, est celui d'un adolescent. Singetos et Louernios. Ils n'ont pas brûlé dans la villa, ils ont été jetés dans le puits. La scène de crime vient de livrer son secret le plus sombre. Mais l'analyse des ossements révélera une dernière surprise, une preuve de violence si spécifique qu'elle confirmera au-delà de tout doute l'exactitude terrifiante des souvenirs de Léo. L'analyse médico-légale est sans appel. Le crâne de Singetos porte la marque d'un coup unique et fatal à l'arrière, une blessure compatible avec le pommeau d'un poignard de légionnaire romain. Une exécution. La science venait de prouver un souvenir. Le cas de Léo a ouvert une brèche, forçant la science à regarder dans ses angles morts. Il nous laisse avec une question vertigineuse. Combien d'histoires comme celle de Singetos sont-elles endormies sous nos pieds, attendant non pas une pioche, mais une voix pour les réveiller? Nous avons compilé les rapports d'excavation et les analyses linguistiques dans un dossier complet. Le lien est dans la description. Si cette enquête vous a fait voir le passé différemment, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous ouvrons le dossier des cartes qui n'auraient jamais dû exister.